Il a foulé le sol de Séoul ce lundi, la capitale de la Corée du Sud, où il entame une visite officielle jusqu'au 9 octobre prochain. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est l'invité de la présidente de la République de Corée, Park Geun-hye. Nous irons à Séoul dans ce journal. Nous avons amorcé le dernier trimestre de l'année, bientôt donc les fêtes de fin d'année. Un atelier sur la sécurisation des grands événements s'est ouvert ce lundi. L'initiative du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Chaque premier lundi du mois d'octobre est célébrée la journée mondiale de l'habitat. Aujourd'hui marque donc à la 29e édition de cette journée, dont l'idée est de réfléchir sur l'état de nos villes et le droit fondamental à tous à un logement adéquat. Incursion à suivre au cœur de ces bidonvilles, précisément dans le quartier Gobelé. Et puis à l'étranger, candidate à sa réélection, la présidente brésilienne a remporté le premier tour du scrutin avec 41,48% des voix. Au second tour, le 26 octobre prochain, elle sera face au candidat du Parti social-démocrate brésilien, Aécio Neves, qui a récolté 33,68% des voix. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. À suivre également le grand format de la rédaction, coup de projecteur sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis en matière d'échanges universitaires. La Côte d'Ivoire qui expérimente avec succès le modèle universitaire américain. Vous le verrez dans une quinzaine de minutes. Mais avant, direction Séoul, comme annoncé, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a foulé ce lundi le sol de la capitale de la Corée du Sud. Il entame ainsi une visite officielle jusqu'au 9 octobre prochain. Le docteur Alassane Ouattara est l'invité de la présidente de la République de Corée, Park Geun-hye. Pour cette visite officielle de 4 jours, on retrouve à Séoul notre envoyé spécial, Habiba Dambélé-Sawé. À son arrivée à l'aéroport de Séoul, le président de la République a été accueilli par le vice-ministre des Affaires étrangères, Cho Tae-yol. Des honneurs militaires ponctués de l'hymne national coréen et de l'abidjanaise ont été rendus au chef de l'État par cette section composée des gardes d'honneur de l'armée, de la marine et de la garde d'honneur traditionnelle, maintenue depuis l'époque des 3 dynasties qui ont régné sur la Corée au 4e et 5e siècle. Des soldats reconnaissables à leur tenue colorée et leur musique particulière. Toutes ces forces, placées sous le commandement conjoint des lieutenants-colonels Yoo Jan-song et Yi Ik-kyung, des membres du gouvernement et des ambassadeurs africains ont tenu à saluer le président de la République de Côte d'Ivoire, qui s'est dit très heureux d'être en Corée. C'est un grand bonheur d'être en Corée. Vous savez, ce pays est un pays modèle en matière d'évolution économique comme politique. Nous avons beaucoup à apprendre de la Corée et nous sommes convenus donc de venir voir les autorités, échanger avec elles et aussi leur parler de la Côte d'Ivoire, de nos ambitions, des progrès qui sont réalisés et nous inspirer davantage pour aller plus vite dans la réalisation des vœux des Ivoiriens. Moi, je suis très heureux d'être ici, à Séoul. C'est une très belle journée. Nous attendons donc de faire une visite officielle avec beaucoup de plaisir. Pour cette première visite d'un président ivoirien dans le pays du matin calme, un programme minutieusement élaboré, meublé d'entretiens de haut niveau, avec la présidente coréenne Park Geun-hye à la Maison Bleue, le palais présidentiel. Des échanges avec le président de l'agence coréenne de coopération KOICA. Plusieurs accords de coopération seront signés et des rencontres avec les dirigeants des grandes firmes nationales telles que Samsung, qui font la fierté de ce pays considéré comme la 13e puissance économique au monde. Nous avons amorcé le dernier trimestre de l'année, bientôt donc les fêtes de fin d'année. Un atelier sur la sécurisation des grands événements s'est ouvert ce lundi. L'initiative du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en collaboration avec le district d'Abidjan en vue d'assurer la sécurité des populations lors des regroupements. Les experts français en la matière participent aussi à cet atelier de formation de 4 jours. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a ouvert ce lundi les travaux. Gabriel Zani. Éviter les tragiques événements de la Saint-Sylvestre de 2012 paraît aussi à toute éventualité lors des grands rassemblements publics. C'est en somme ce qui a suscité la tenue de cet atelier de formation des agents des ministères techniques et de la police nationale. 2 Français ont été invités à partager leur expertise.
Nous avons encadré environ 7000 événements d'importance sur la capitale en 2013. Et nous avons donc une grande expérience de l'organisation, de la conception des services. Vous avez des compétences, nous on a l'expérience. Nous n'amènerons pas de recettes, mais peut-être une méthode pour que vous puissiez avancer très très vite en fait dans le cadre du secours à la population. Des expériences qui vont sans nul doute servir aux participants dans l'exercice de leurs fonctions. La ministre de l'Éducation nationale a accompagné le ministre de l'Intérieur. Pour elle, les élèves ne doivent plus faire les frais des débordements des rassemblements populaires. Pendant les grands rassemblements, la grande majorité des personnes qui s'y trouvent, ce sont des jeunes, notamment des élèves, des étudiants. Et donc nous pensons, nos collaborateurs sont là, vont participer à ces rencontres-là pour faire en sorte que dorénavant, il y ait de l'anticipation. C'est le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui organise cet atelier avec le district d'Abidjan. Selon le ministre Ahmed Bakayoko, le gouvernement est allé au-delà de la formation des forces de l'ordre. Nous avons renforcé le corpus juridique, c'est-à-dire de faire en sorte que celui qui organise une manifestation ait des obligations. D'informer dans certains délais les autorités et ensuite une coproduction de sécurité parce qu'il a également sa part. Et aujourd'hui, cet atelier nous permettra de mettre à un bon niveau tous nos collaborateurs. Cette formation fait suite à une série de rencontres avec les autorités françaises, rencontres visant à créer un cadre de coopération en vue de renforcer le professionnalisme des unités de sécurité en Côte d'Ivoire. Un nouveau code de la fonction militaire et du service civique pour l'armée ivoirienne. Le code comporte désormais 3 livres contre 2 à l'origine. D'abord le statut général des militaires, ensuite la gestion des réserves des forces armées, puis le service national. La cérémonie de restitution de ce projet s'est faite en présence du ministre chargé de la Défense. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. Le code de la fonction militaire et du service civique révisé, présenté au ministre chargé de la Défense Paul Kofi Kofi. Il est bâti sur 3 piliers, à savoir le statut général des militaires, la réserve des forces armées et le service national. Ce nouveau code permet désormais aux militaires d'exercer des activités lucratives seulement à titre accessoire si elles sont compatibles à la fonction militaire. Il permet également la prise en compte des enfants mineurs des militaires décédés, accidentés ou grands malades. Au titre de la gestion des carrières, le nouveau code offre la possibilité aux officiers sous contrat de changer de corps d'armée. Ce projet de code marque une évolution doctrinale qui épouse la pensée du président de la République dans les domaines de la défense, de la sécurité et de l'accomplissement social de l'être humain. Pour le ministre chargé de la Défense, ce code est le dernier maillon de la réforme du secteur de la sécurité. Le nouveau code, la fonction militaire devra contribuer à restaurer l'image de l'armée, renforcer la discipline et la cohésion en son sein, consolider le lien entre elle et les populations. Le militaire devra éviter de prendre part aux jeux et aux débats politiques, afin d'éviter de prendre en otage la population et les institutions de la République. Le nouveau projet de code de la fonction militaire et du service civique a été rédigé par un comité composé de 25 personnes, présidé par le général à la retraite Mathias Douy. Je vous le disais en titre, chaque premier lundi du mois d'octobre est célébrée la journée mondiale de l'habitat. Aujourd'hui marque donc la 29e édition de cette journée dont l'idée est de réfléchir sur l'état de nos villes et le droit fondamental de tous à un logement adéquat. Cette année, la journée mondiale de l'habitat s'intéresse aux habitants des bidonvilles. La rédaction du RTI 1 a fait justement une incursion au cœur de ces bidonvilles, précisément dans le quartier Gobelé, ici à Abidjan. Kader Ouattara, Broléon. Témoignage. Cocody Gobelé, secteur 11, une maison de 3 pièces aux dimensions fort réduites, comme il est de règle dans ce bidonville. C'est ici que vit Kassima et sa famille de 9 membres. Les conditions de logement pour lui sont acceptables, malgré des difficultés liées au quartier. Depuis un certain temps, vous entendez que vraiment les gens de bidonville, ils ont des problèmes. Effectivement, il y a des problèmes. Par contre, ce n'est pas partout. Ce n'est pas tout le monde qui a ces mêmes problèmes. Il y a des gens qui vivent mieux. Moi, je crois que les difficultés qui sont ici,
L'État peut faire quelque chose s'il veut. Ici, on peut apporter le développement. La canalisation, il y a le problème d'eau, plus l'électricité. Repenser nos villes, c'est ainsi que sonne ce cri du cœur à l'occasion de la Journée mondiale de l'habitat pour interpeller sur le difficile accès au logement et les efforts des États pour résoudre la question. En Côte d'Ivoire, les initiatives des 3 dernières années sont diverses. Programme présidentiel de logements sociaux et économiques, promotion immobilière individuelle à travers l'attestation de concession définitive ACD, lotissement à équipement modéré LEM pour permettre aux économiquement faibles de s'offrir un toit. Le tout pour réaliser environ 100 000 logements et le gouvernement n'entend pas s'arrêter là. En liaison avec les professionnels du secteur, il s'efforcera, selon le ministère en charge du logement, de promouvoir l'habitat décent dans un espace assaini, équipé, sécurisé et harmonieux pour le bien-être des populations. En fin de semaine dernière, des organes de presse évoquaient la présence d'un cas de fièvre Ebola dans le quartier Colombie, 602 plateaux ici à Abidjan. Il n'en est rien, c'est l'assurance que donne le directeur de l'Institut national d'hygiène publique qui a démenti aujourd'hui cette information. Le professeur Simplice Ncho Dania est au micro de Godefroy Okambawa. Jeudi dernier, le 2 octobre, nous avons été saisis du cas d'un malade à Cocody, au quartier qu'on appelle Colombie. Nos équipes se sont déployées dans les 30 minutes, mais à leur arrivée, ils ont trouvé une personne déjà décédée, raide, c'est-à-dire qu'il était déjà mort depuis longtemps. Renseignement pris, c'est un jeune Guinéen qui est en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années, qui n'est pas retourné dans son pays d'origine et qui était malade depuis bien longtemps. Et que sa situation ressemblait bien fort à un cas de tuberculose. Ce cas ne répond pas du tout à la définition d'Ebola, de la maladie à virus Ebola que nous utilisons pour travailler dans ce pays-là. Ce n'est pas un cas d'Ebola. Il faut rassurer la population. Il y a des choses qui sont dites dans la presse. Et j'affirme que ce n'est pas un cas d'Ebola. S'il y a un cas, la procédure que nous avons mis en place, c'est de faire le prélèvement sur tous les cas suspects. L'Institut Pasteur fait l'analyse. Si c'est positif, c'est Madame la ministre elle-même, au nom du gouvernement, qui va faire l'annonce. Ça ne se fera pas à travers les rumeurs, à travers la presse. Ça sera elle-même qui viendra pour annoncer à toute la population et les mesures qui seront prises seront annoncées à l'occasion. Justement, parlant d'Ebola, l'infirmière française contaminée par le virus lors d'une mission libérienne est guérie. La jeune femme a quitté l'hôpital. Il s'agissait du premier cas de fièvre Ebola sur le territoire français. Reportage. Soulagement en France après l'annonce officielle de la guérison de la jeune infirmière contaminée par le virus Ebola au Libéria. La jeune volontaire de Médecins sans frontières a quitté l'hôpital militaire en région parisienne où elle a bénéficié de traitements expérimentaux. Elle était prise en charge dans cette formation sanitaire depuis le 19 septembre. Le comité de coordination du PACIR, le programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale, vient d'être présenté. C'était au cours d'une conférence de presse animée par le Réseau national d'information commerciale, un dispositif d'information commerciale mis à la disposition des entreprises ivoiriennes pour accroître leur compétitivité sur les marchés internationaux. L'information commerciale, une denrée vitale pour les entreprises modernes. En Côte d'Ivoire, le constat fait état d'un déficit en la matière. Pour pallier cette insuffisance, il a été créé le portail Internet dénommé RNIC, Réseau national d'information commerciale. Il y a deux types d'informations. Les informations basiques qui donnent les dates des événements, le type d'événements et des informations personnalisées. Personnalisées, c'est-à-dire, il y a certains qui vont sur le site parce qu'ils ont besoin d'une information, soit d'une étude, et lorsqu'ils nous posent la question, nous répondons pour affiner l'information qu'ils ont vue. C'est-à-dire, on peut aller faire une étude de marché, le secteur d'activité, mais ça, ce sont des informations personnalisées. C'est selon la demande de celui qui visite le site. Défi majeur du RNIC, permettre aux entreprises ivoiriennes d'être compétitives sur les marchés internationaux. Nous ne pouvons pas œuvrer seuls, c'est l'union faisant la force. Avec eux,
prenant en compte leurs préoccupations, prenant en compte leurs désirata, que nous pourrons travailler en backup pour les apporter les informations idoines qui puissent leur permettre en temps réel de concurrencer les autres sur tous les secteurs d'activité. Pour traiter les besoins en information des entreprises, une cellule de recherche et de veille a été mise sur pied par le comité de coordination du RNIC. Un comité composé entre autres de représentants du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, de l'association de promotion des exportations de Côte d'Ivoire APEXI, de la CGC, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Le grand format met en lumière ce soir la coopération en matière d'enseignement supérieur entre Abidjan et Washington, cela à travers l'Université internationale de Grand Bassam, institution d'enseignement supérieur calquée sur le modèle universitaire américain. L'initiative semble marcher très bien. En 7 ans, plus de 1000 étudiants ivoiriens et de la sous-région ont été formés entre Bassam et des universités américaines. La coopération accouchera après-demain d'une fondation qui sera basée à Atlanta aux États-Unis. Quels en sont les enjeux? Éléments de réponse dans ce grand format signé Michel Dicré. Palais des sports d'Atlanta. 5000 étudiants reçoivent leur diplôme de bachelor au cours de la cérémonie de graduation. Parmi eux, 14 étudiants ivoiriens issus de l'Université internationale de Grand Bassam. It's a good day. I'm really happy. I'd like to thank my family and friends. Ça a été un peu difficile pour s'adapter. Et à la fin, on s'en est sorti. Je suis absolument heureux, ébahi. Et la cérémonie était merveilleuse. Heureux et fier d'achever un cycle d'études dans une université aux États-Unis, pour Konekine et ses amis, le rêve américain a commencé à l'Université internationale de Grand Bassam, créée en 2007 par le gouvernement ivoirien. Dans les années 90, 91, 92, l'université ivoirienne a connu beaucoup de problèmes. Le gouvernement de l'époque a donc souhaité faire une réforme profonde du système d'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire. Cette réforme a abouti par une loi de réforme de l'enseignement supérieur, loi de septembre 1995. Et c'est à la suite de cette réforme que le gouvernement ivoirien, conformément aux accords de coopération qui existaient entre nous, la Côte d'Ivoire, et l'Université de l'État de Géorgie à Atlanta, que, dis-je, le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de créer l'Université internationale de Grand Bassam. L'Université internationale de Grand Bassam est une institution d'enseignement supérieur calquée sur le modèle universitaire américain avec comme langue d'études l'anglais. L'étudiant se présente à nos bureaux et fait son enregistrement et on le programme pour un test. Alors un test d'entrée qui consiste en une épreuve en anglais et une épreuve en mathématiques. L'objectif de l'épreuve en anglais, c'est de voir le niveau d'anglais de l'étudiant, savoir est-ce que l'étudiant sortant de la terminale, surtout ceux qui viennent de notre système francophone, est-ce que l'étudiant est apte à suivre des cours universitaires en anglais. Après 2 années en moyenne de formation, le rêve des étudiants est de poursuivre leurs études aux États-Unis. Aller étudier aux États-Unis représente pour moi beaucoup plus d'opportunités, pouvoir transférer dans des universités plus renommées, avoir des stages, pour avoir plus d'expérience. À plus de 8000 km de la Côte d'Ivoire, ces adolescents sont conscients qu'une autre vie commence pour eux, loin du pays et des parents. Quitter les parents, venir tout seul, c'est un peu difficile, mais ça permet de grandir en même temps. Ça permet de se focaliser sur les études. Time is money, everybody's busy, tout le monde est occupé. Donc ici, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire de bosser. Il faut que toi-même tu saches. Même si personne ne te dit, tu sais que à telle heure, je dois être à la maison pour bosser, à telle heure, je dois faire des cours. C'est vrai que c'est l'université, mais c'est maintenant qu'on commence à se prendre en charge. Le premier obstacle à surmonter est celui de l'hébergement. Quand on te demande qui va payer l'appartement, si tu dis, bon, tes parents, ils n'ont pas confiance, non, ils ont besoin de c'est-à-dire
le bank statement de ton père ou bien de ta mère, ou la personne qui va payer, c'est-à-dire voir un peu combien la personne a sur son compte, est-ce que la personne est en mesure de payer ce montant chaque mois. L'avantage d'être en communauté avec les amis, c'est d'abord l'esprit familial, l'esprit de fraternité, parce que c'est vraiment difficile de vivre seul dans un appartement, dans un pays que tu ne maîtrises pas, dans un pays qui n'est pas familier au tien. Arrivé à Atlanta en 2011, Konekine, lui, a opté pour les résidences universitaires. L'ambiance est studieuse sur le campus. Il y a une bibliothèque, il y a aussi une salle d'études où les étudiants peuvent s'asseoir et étudier en groupe. Et aussi, il y a le Wi-Fi sur le campus où la plupart des étudiants peuvent s'asseoir et étudier et tout. Ça donne envie d'étudier. Tout est réuni pour assurer de bonnes conditions d'études, mais la note salée, c'est le coût élevé de la scolarité. Une réalité qui a suscité la création d'une fondation pour financer la formation des étudiants, notamment les plus démunis et les plus méritants. Le désir de cette fondation-là, c'est d'apporter des aides aux étudiants qui ont les capacités intellectuelles mais qui n'ont pas les moyens de s'offrir une éducation pour ne plus que le manque de moyens soit un frein à l'éclosion de talents. Depuis sa création en 2007, l'Université internationale de Grand Bassam a formé plus de 1000 étudiants qui continuent leurs études ou les ont achevées dans environ 40 universités américaines. Des futurs cadres de l'administration publique ou privée qui, loin du pays, gardent toujours dans leur cœur Bassam qui a vu naître le rêve américain. Voilà, c'était le grand format, un sujet de Michel Digré. Elle est annoncée pour très prochainement. La fermeture de la décharge d'Akwedo était au centre d'un point presse animé aujourd'hui par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. L'échange avec les journalistes a permis d'apporter des éclairages nécessaires aux populations et à l'avenir de la décharge. Des mesures déjà prises ont également été portées à la connaissance de la presse. Arnold Agnedo, Doigt des Lasers. De la décharge d'Akwedo demande la fermeture du site. Les raisons évoquées sont principalement d'ordre sanitaire. Une véritable préoccupation pour le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. À travers un point presse, Alexandre Nguessan, directeur de cabinet adjoint de cette institution, rassure les populations d'Akwedo de la prise en compte immédiate de leurs préoccupations. Nous les comprenons très bien. Malheureusement, les contraintes n'ont pas permis la fermeture jusqu'à cette date, mais le gouvernement fait en sorte que cette fermeture ait lieu le plus rapidement possible pour soulager ces populations et surtout procéder à la réhabilitation nécessaire de la décharge d'Akwedo. Et je le répète, depuis 2007, la volonté de fermeture de cette décharge a été exprimée par le gouvernement. Par la suite, cela a fait l'objet d'un protocole d'accord entre le gouvernement et Akwedo avec des deadlines permettant à l'État de pouvoir s'organiser pour avoir des sites alternatifs. Ce que nous comptons faire vraiment le plus rapidement possible, c'est de rendre fonctionnels d'autres sites d'évacuation des déchets. C'est pour cela que la Côte d'Ivoire a signé une délégation de service public avec un opérateur suite à un appel d'offres international. Avant que cette société ne démarre ses activités, nous aurons négocié avec 2 opérateurs privés qui détiennent des terrains qui vont servir de centres d'enfouissement technique, mais de véritables centres. Ça sera donc des centres modernes où toutes les pollutions seront contrôlées avec réhabilitation immédiate des différentes alvéoles qui vont être utilisées. Donc nous allons rentrer vraiment dans une gestion intégrée moderne des déchets pour la ville d'Abidjan et cela correspond aux objectifs fixés par le gouvernement. Enfin, et c'est le plus important concernant Akwedo, une fois que la décharge va être fermée, qu'elle ne sera plus fonctionnelle, il va s'agir de réhabiliter la décharge d'Akwedo. Il ne s'agit pas d'une petite entreprise. Cela va coûter plusieurs dizaines de milliards à l'État. Mais cela va être fait. Ça prendra entre 5 et 7 ans pour terminer toute cette
réhabilitation. Voilà. Mais il faut que cette réhabilitation se fasse en accord partie avec les populations. Déjà, au niveau de notre ministère, nous avons réalisé les études qui ont coûté plus de 300 millions à l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons les résultats. Nous savons ce qu'il faut faire. Dès que la décharge sera fermée, un appel d'offres international sera lancé pour que des opérateurs capables de gérer correctement cette situation prennent cela en compte et nous donnent des résultats qui soient écologiquement rationnels et qui redonnent plaisir à vivre à ces populations riveraines. Children of Africa soulage les élèves et parents d'élèves de l'EPP Ngoloka. C'est dans la sous-préfecture de Niakara, dans le nord du pays. La fondation de la première dame de Côte d'Ivoire a offert 250 kits scolaires aux élèves du village. Le point de la remise officielle de ces kits avec Hamza Diaby. L'école primaire publique d'Angolokaha dans la sous-préfecture de Niankara est en fête. Et pour cause, la fondation Children of Africa vient d'offrir aux élèves de la localité 250 kits scolaires. Ce don est un accompagnement à la scolarisation des enfants. Pour le directeur régional de l'éducation nationale, ces kits permettront d'équilibrer le niveau éducatif des élèves. Ces kits, en améliorant sensiblement les conditions de travail des enfants, constitue pour eux à la fois une source de motivation pour l'amélioration de leurs résultats et de maintien à l'école. Ensuite, parce que la distribution de kits aux élèves en cette période de rentrée scolaire soulage considérablement les parents d'élèves. Le directeur régional de l'éducation nationale a procédé à la remise de kits. Il a remercié la fondation Children of Africa au nom de Kandia Kamara, la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Les bénéficiaires, eux aussi, ont exprimé leur gratitude à l'endroit de la première dame, Dominique Ouattara, pour ce don. Ils promettent en faire bon usage. Nous vous chargeons de dire merci à maman Dominique Ouattara. Les 243 élèves d'Angolokaha entament ici cette année scolaire avec beaucoup d'espoir. La délégation du Rassemblement des Républicains dans la région de San Pedro dit s'apprêter à bien négocier la prochaine présidentielle. Le maire de la ville balnéaire, par ailleurs conseiller du secrétaire général du parti, est allé à la rencontre des responsables et militants de base. L'objectif est simplement de les mobiliser. Le compte-rendu de Broléon. Pour la réélection du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015, les dirigeants du RDR, Rassemblement des Républicains de la région de San Pedro, tournent la page d'une longue période de dissension. C'est à l'initiative du maire Nabo Clément, récemment nommé conseiller du secrétaire général par intérim, pour mettre les militants en ordre de bataille. Oublions le passé, tout ce qui s'est passé derrière nous, c'est pour ça que je vous demande pardon. Nous devons partir ensemble, il faut oublier. Message bien perçu par le RJR, le Rassemblement des jeunes républicains de San Pedro. Son secrétaire communal encourage à la mobilisation autour du maire Nabo Clément. Cette rencontre a été une occasion pour les jeunes et les femmes du RDR de San Pedro de solliciter la construction d'un siège digne de leur parti dans leur localité. À l'étranger, la présidente brésilienne a remporté le premier tour du scrutin où elle était candidate à sa réélection avec 41,48% des voix. La lutte continue et sera victorieuse, a déclaré Dilma Rousseff, candidate du Parti des travailleurs au pouvoir depuis 12 ans. Au second tour, le 26 octobre prochain, elle sera face au candidat du Parti social-démocrate brésilien, Aécio Neves, qui a récolté, lui, 33,68% des voix. Pour terminer, revenons sur ces images du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui a foulé ce lundi le sol de la capitale de la Corée du Sud à Séoul. Il entame ainsi une visite officielle jusqu'au 9 octobre prochain. Le docteur Alassane Ouattara est l'invité de la présidente de la République de Corée, Park Geun-hye, pour cette visite officielle de 4 jours. Dans ce journal, on a été à Séoul. Vous avez pu suivre la correspondance de notre envoyé spécial, Abiba Dembélé Sawé. Voilà, c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de semaine à toutes et à tous. L'information revient à 23h avec Hamza Diaby.